Il suffit d'allumer son ordinateur le lundi matin et bam, d'ouvrir sa boîte de réception. Ou alors de regarder la montagne de rapports professionnels qui s'accumulent sur le bureau. Et sans parler du cadre personnel, hein. La fameuse pile de livres sur la table de chevet. Ah ouais, cette fameuse pile et celle qui semble grandir toute seule semaine après semaine. C'est exactement ça. Et face à tout ça, il y a cette impression familière, souvent un peu oppressante d'ailleurs, d'être totalement noyé sous l'information. Mhm. L'équation semble insoluble en fait. Il y a tout simplement trop de données à assimiler et le temps manque cruellement pour tout absorber. Et c'est exactement le point de départ de notre exploration d'aujourd'hui. Une exploration qui s'annonce intense. Ouais. On va analyser les concepts d'un ouvrage de non-fiction extrêmement pragmatique qui s'intitule La lecture rapide en 60 minutes chrono de Rémi Roulier. Et l'objectif ici, ce n'est pas de survoler les textes de manière chaotique juste pour cocher des cases. Non, pas du tout. Le but, c'est bien de comprendre comment transformer radicalement la façon dont le cerveau et les yeux traitent l'écrit pour enfin reprendre le contrôle face à ce déluge d'informations. Cette démarche, elle est d'autant plus cruciale que l'approche détaillée ici ne se limite absolument pas à une petite niche de spécialistes ou de passionnés de productivité extrême. Heureusement. Elle vise directement toute personne cherchant à optimiser son temps de manière concrète. Ça englobe naturellement l'étudiant qui se sent débordé par des montagnes de révision à l'approche des examens. Ouais, on est tous passés par là. Exactement, et qui cherche une méthode d'assimilation plus efficace. Mais ça concerne tout autant le professionnel qui cherche désespérément à rester compétitif dans un secteur où les connaissances, les normes et les technologies évoluent à une vitesse folle. C'est clair. De manière générale, c'est une méthode pour tout individu curieux qui refuse de subir ce qu'on appelle aujourd'hui l'infobésité. La problématique centrale, d'ailleurs, elle est parfaitement illustrée par une citation de John Grisham qui est rappelée dans cette méthode. Ah oui, la fameuse citation. L'information, c'est le pouvoir. Dans notre société moderne, celui ou celle qui parvient à digérer, à comprendre et à utiliser des quantités massives d'informations dans un temps record détient un avantage stratégique massif. C'est presque l'équivalent d'un super pouvoir dans le monde professionnel, en fait. C'est le mot juste. Un vrai super pouvoir intellectuel. C'est une excellente façon de poser le décor. La mission de notre discussion, c'est donc d'extraire les enseignements pratiques de cette méthodologie, de comprendre sa mécanique interne et de voir comment ces outils peuvent s'appliquer au quotidien. Tout un programme. Mais avant d'entrer dans la technique pure, il faut absolument redéfinir la philosophie même de la lecture rapide. Parce qu'il y a un énorme malentendu sur ce terme. Oh que oui, un malentendu très tenace. Quand on parle de lecture rapide, l'image qui vient souvent à l'esprit, c'est celle d'une personne un peu stressée, les yeux écarquillés, qui tourne les pages frénétiquement en espérant que quelques mots restent collés dans son cerveau. Une approche très anxiogène, quoi. Voilà. Or, l'approche qu'on examine aujourd'hui insiste lourdement sur un point. La vitesse n'est pas synonyme de précipitation ou de panique. C'est plutôt une question d'adaptabilité et d'intelligence face au texte. C'est une distinction fondamentale. Pour bien comprendre cette philosophie, il y a une analogie très parlante qui est utilisée pour remettre les choses dans leur contexte. Oui, l'analogie de la voiture. Exactement. Lire, c'est exactement comme conduire une voiture. Un bon chauffeur ne roule jamais à la même vitesse en permanence, de manière rigide. Il adapte son allure en fonction d'une multitude de critères. Comme l'état de ma route. L'état de la route, les conditions météorologiques, la densité du trafic et bien sûr la nature de sa destination finale. De la même manière, un lecteur véritablement efficace est un lecteur qui varie sa vitesse de lecture, selon la complexité du texte. Selon sa propre familiarité avec le sujet aussi, non? Tout à fait. Et surtout selon son objectif final. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas une seule et unique vitesse de lecture idéale. Non, ça n'existe pas. Si on file la métaphore, on ne roule pas à 130 km/h dans une petite ruelle pavée de centre-ville. Par exemple, il serait totalement contre-productif, voire carrément absurde, de lire un poème à toute vitesse. C'est sûr que la poésie, ça se déguste. La poésie, ou même la grande littérature classique, ça demande de s'imprégner de la sonorité des mots, de savourer le rythme, l'émotion, le style de l'auteur. C'est une balade panoramique en quelque sorte. Ouais, c'est très bien dit. En revanche, si l'on s'attaque à un ouvrage de psychologie grand public, à un rapport financier ou à un manuel technique, l'objectif est tout autre. Radicalement différent, oui. Le but est d'extraire des concepts globaux, des données factuelles et des idées principales. Dans ce cas-là, adopter une vitesse de croisière très élevée devient non seulement pertinent, mais incroyablement utile pour ne pas s'enliser. Exactement. Le problème, en fait, c'est que la majorité des adultes lisent absolument tout, du roman poétique au rapport comptable, à la même vitesse. C'est-à-dire la vitesse de la parole.
Voilà. Et pour comprendre pourquoi nous restons si souvent bloqués en première vitesse, il faut examiner les mauvaises habitudes que nous traînons tous depuis les bancs de l'école primaire. Ah, l'école primaire a laissé des traces. L'une des barrières les plus invisibles et les plus puissantes, c'est le concept de la subvocalisation. Oui, ça c'est fascinant. Le mécanisme est simple. Quand on apprend à lire enfant, on lit à voix haute pour associer les lettres au son. Ensuite, le système éducatif nous demande d'apprendre à lire en silence. Sauf que le cerveau, lui, continue de prononcer mentalement chaque mot. Cette petite voix dans la tête qu'on entend tous en lisant. C'est ça. Et cette voix est un frein mécanique majeur. Elle limite techniquement la vitesse de lecture à la vitesse d'élocution, ralentissant ainsi l'absorption de l'information de près de 4 fois par rapport à ce dont le cerveau visuel est réellement capable. C'est incroyable, parce que c'est une limite purement artificielle qu'on s'impose sans même s'en rendre compte. Totalement artificiel. Prononcer un mot, même mentalement, implique des micro-mouvements des cordes vocales et un processus neurologique qui prend beaucoup plus de temps que de simplement voir le mot et en saisir le sens instantanément. Ouais, l'œil est beaucoup plus performant. Il y a d'ailleurs un test très concret et assez amusant proposé dans l'ouvrage pour débusquer cette habitude chez soi. Ah oui, le test du stylo. C'est ça? L'idée est de placer un simple bout de papier ou un stylo entre ses lèvres, puis de lire silencieusement des phrases complexes, ces fameux vire-langues conçus pour faire trébucher la prononciation. Comme les chaussettes de l'archiduchesse. Ou bien « Voici 6 chasseurs se séchant, sachant chasser sans chien ». Si pendant la lecture silencieuse de cette phrase, on sent le papier ou le stylo bouger entre ses lèvres, c'est la preuve indiscutable que le cerveau envoie encore des signaux moteurs pour articuler les mots. C'est fou, non? C'est la preuve physique de la subvocalisation, ouais. Ce test illustre parfaitement à quel point nos conditionnements précoces dictent nos performances à l'âge adulte. C'est un vrai réflexe moteur ancré. Mhm. Mais au-delà de cette petite voix, la méthode s'attaque à la déconstruction méthodique de mythes très tenaces qui entourent la lecture rapide. Des mythes qui empêchent beaucoup de gens de sauter le pas. C'est vrai qu'il y a pas mal d'idées reçues. Le premier de ces mythes, et sans doute le plus répandu, c'est la croyance absolue selon laquelle lire vite détruit inévitablement la mémorisation et la compréhension. On a tendance à penser que la lenteur garantit la profondeur. C'est ça. En réalité, d'un point de vue cognitif, c'est souvent l'inverse. Le processus de lecture rapide exige un niveau de concentration bien plus élevé et soutenu. Je suppose que c'est lié à la disponibilité de notre attention au final. Comment ça? Eh bien, quand on lit très lentement à la vitesse de la voix, notre cerveau, qui est capable de traiter l'information beaucoup plus vite, commence à s'ennuyer. Ah oui, tout à fait. Il a du temps de cerveau disponible et c'est là que l'esprit commence à vagabonder, qu'on se met à penser à la liste de courses, au dîner à préparer ou à une conversation de la veille. Et soudainement, on arrive en bas de la page et on réalise qu'on n'a aucune idée de ce qu'on vient de lire. C'est l'expérience universelle par excellence. En accélérant la cadence de lecture au-delà du seuil de confort habituel, le cerveau n'a plus le luxe de se disperser. Il est contraint de rester pleinement engagé, de mobiliser toutes ses ressources pour suivre le rythme. Il n'a plus le temps de penser aux courses. Exactement. Cela crée un état d'immersion totale, proche de ce que les psychologues appellent l'état de flow. Dans cet état de haute concentration, il n'y a plus de place pour les pensées parasites. Ce qui améliore paradoxalement, mais très logiquement en fait, la rétention et la compréhension globale des informations. On est simplement plus présent à ce que l'on fait. C'est super logique. Et il y a un second mythe tenace qui est abordé et déconstruit de manière très rationnelle dans la méthode. L'idée que lire vite fatigue énormément les yeux, que c'est un effort physique insoutenable sur la durée. On imagine que les yeux doivent bouger dans tous les sens à une vitesse folle. Ouais, mais l'explication mécanique proposée montre exactement le contraire. L'explication physiologique est effectivement très éclairante sur ce point. La lecture lente, telle qu'on la pratique traditionnellement, est en fait beaucoup plus épuisante pour les muscles oculaires. L'œil humain ne lit pas de manière fluide et continue. Il procède par saccades et par arrêt, ce qu'on appelle des fixations. Il s'arrête sur chaque mot. C'est ça. Un lecteur lent classique va s'arrêter sur quasiment chaque mot. Pour lire une page standard d'environ 250 mots, il va donc effectuer autour de 250 petites fixations musculaires. C'est un travail de hachage permanent. Un effort constant. À l'inverse, un lecteur rapide entraîné ne lit pas mot à mot. Il regroupe les mots par bloc de sens. Il peut ainsi ne faire qu'une 50aine de fixations pour lire cette même page. Le calcul est simple, l'effort purement mécanique et musculaire de l'œil est divisé par 5. C'est énorme. Pour bien visualiser cette différence, on peut utiliser l'analogie de la contemplation d'un grand tableau dans un musée, comme une fresque impressionniste par exemple. Très bonne image. Si l'on s'approche à 1 cm de ma toile pour examiner la peinture touche par touche, centimètre carré par centimètre carré,
Non seulement c'est épuisant pour les yeux et pour le cou, mais surtout on perd totalement la vision d'ensemble. On voit des taches de couleur, mais on ne voit pas le paysage. On perd le sens général de l'œuvre. En revanche, en prenant du recul, on laisse l'œil englober de larges zones de la toile. L'effort physique est moindre et le cerveau saisit instantanément le sens, la lumière, la composition de l'œuvre d'un seul coup d'œil. L'analogie est parfaite. Et ça nous amène directement à la mécanique pure de l'approche. Comment fait-on concrètement pour voir ce texte dans son ensemble, comme un tableau? C'est la grande question. La base technique repose sur l'élargissement du champ de perception visuelle. Au lieu de considérer le texte comme une suite de codes barres individuels qu'il faut scanner un par un, l'objectif est d'entraîner ses yeux et son système neurologique à absorber 5 mots, voire plus, à chaque fixation. D'accord? Par exemple, au lieu de faire 4 arrêts sur «le chat boit du lait», l'œil entraîné se pose une seule fois au centre de la phrase. Et le cerveau perçoit «le chat boit du lait» comme une image globale riche de sens. Mais on ne passe pas d'une lecture mot à des blocs de 5 mots du jour au lendemain. C'est là que la méthode devient très structurée et rassurante d'ailleurs, hein. En proposant un entraînement progressif, la recommandation pratique, c'est de commencer doucement en s'exerçant d'abord à faire seulement 3 fixations par ligne de texte. C'est un bon début. Mais il y a une subtilité mécanique dans ce placement du regard qui change absolument tout. Il est crucial de ne jamais placer sa première fixation sur le tout premier mot de la ligne, ni la dernière sur le tout dernier mot. C'est vraiment l'un des leviers d'optimisation les plus puissants de cette technique. Si l'on pose son regard directement sur le premier mot d'une ligne, toute la moitié gauche de notre champ de vision périphérique s'étend dans la marge blanche du livre. Dans le vide, quoi. Exactement. Or, la vision périphérique est un outil capteur incroyablement performant que le cerveau utilise en permanence dans la vie réelle pour anticiper son environnement. L'utiliser pour regarder du papier blanc, c'est un pur gaspillage d'espace visuel et de capacité cognitive. C'est fascinant quand on y pense, hein. En décalant simplement son regard de 2 ou 3 mots vers l'intérieur du texte à chaque début et fin de ligne, on utilise cette vision périphérique pour capter les bords de la phrase sans avoir à y amener directement la rétine centrale. C'est une économie de mouvement redoutable. Redoutable, oui. Mais j'imagine que ces muscles oculaires habitués depuis des décennies à un balayage linéaire strict ont besoin d'être préparés pour accepter cette nouvelle gymnastique. Absolument. Tout comme un athlète s'échauffe assidûment et prépare ses muscles avant un sprint ou un marathon, le lecteur qui souhaite accélérer sa perception doit assouplir ses muscles oculaires. On parle de sport visuel, là? Totalement. L'approche inclut des exercices spécifiques de préparation physique, dont un exercice central appelé le shifting. Comment ça marche? La pratique consiste à placer un doigt à environ 15 cm de son visage et à le fixer intensément. Puis, il faut déporter brusquement son regard vers une cible lointaine située à plus de 3 mètres et répéter cette bascule de mise au point de nombreuses fois et le plus hâtivement possible. Très loin, très loin. C'est ça. Cette gymnastique sollicite les muscles ciliaires de l'œil et leur redonne de la flexibilité et de la réactivité. Des yeux ainsi échauffés sont capables de se déplacer sur la page et de faire la mise en point sur des blocs de mots avec une fluidité et une vitesse nettement supérieures. On voit bien qu'il y a une véritable reprogrammation à la fois physique et neurologique en jeu. Mais la méthode ne s'arrête pas à la lecture intégrale à haute vitesse. Il y a toute une dimension consacrée à la lecture sélective. Oui, c'est le pragmatisme pur. Parce que soyons réalistes, dans un contexte professionnel ou même universitaire, on a très souvent besoin d'extraire de la valeur d'un document sans avoir le temps, ni même le besoin d'ailleurs, d'en lire chaque ligne. Tout le texte n'a pas la même valeur. Exactement. Et pour cela, il est important de bien faire la distinction entre deux concepts clés qui sont souvent confondus, mais que l'approche sépare de manière très claire pour des usages différents. En effet, l'optimisation du temps passe par le choix du bon outil. D'un côté, il y a la technique du skimming, que l'on peut traduire par l'écrémage. Bien que le concept soit connu, son application optimisée est redoutable. Ça sert à quoi exactement l'écrémage? Le skimming est utilisé pour capter l'architecture argumentative et les idées maîtresses d'un texte inconnu, sans s'y plonger. Techniquement, cela consiste à lire avec une attention maximale le tout premier paragraphe d'un chapitre, qui expose la thèse, puis le tout dernier paragraphe qui en fait la synthèse. Et entre les deux? Entre les deux, le regard balaye le texte en diagonale en ne s'accrochant qu'aux éléments structurants. Les sous-titres, les mots en gras, les listes à puces ou les premières phrases de chaque paragraphe. On écrème l'information pour ne garder que la substance. D'accord. On survole l'idée générale. Et de l'autre côté, il y a le scanning, ou le repérage visuel, qui répond à un besoin totalement différent. Là, on ne cherche pas à comprendre une idée globale, on cherche une donnée précise. Un chiffre, un nom, une référence que l'on connaît déjà avant même de commencer.
L'approche est purement visuelle dans ce cas. C'est exactement le principe de l'utilisation d'un dictionnaire physique, en fait. On ne lit pas méthodiquement toutes les définitions de la lettre D pour trouver un mot. On laisse le regard glisser rapidement sur la page jusqu'à ce que la forme visuelle spécifique du mot recherché saute aux yeux. C'est un excellent exemple. Le scanning en milieu professionnel pour trouver une clause spécifique dans un contrat de 50 pages, par exemple, fonctionne sur ce même principe de reconnaissance de forme. Ces techniques de sélection sont indispensables aujourd'hui. Mais là où l'approche prend toute son ampleur, c'est lorsqu'elle combine l'ensemble de ces outils pour affronter ce qu'on pourrait appeler le test ultime. Ah, le fameux pavé? Voilà. Comment procède-t-on concrètement face à un document massif, disons un rapport technique ou un ouvrage de 300 pages qu'il faut impérativement assimiler en un temps record pour une réunion stratégique le lendemain matin? Mission impossible, avec la lecture classique. La lecture linéaire classique est vouée à l'échec, oui. C'est pourquoi un système complet en 5 étapes est développé pour aborder ce type de défi en alliant psychologie, stratégie et physiologie. Ce système en 5 étapes est vraiment le cœur réacteur de la méthode. Décortiquons-le un peu car il est plein de contre-intuitions passionnantes. La toute première étape, avant même d'ouvrir le document, est une phase de préparation psychologique qui s'appuie sur une théorie bien connue du management. La fameuse loi de Parkinson? C'est ça. La loi de Parkinson postule un principe simple mais implacable. Le travail s'étend toujours de façon à occuper l'intégralité du temps qui lui est alloué. Si l'on se donne 3 heures pour analyser un dossier complexe, le cerveau, de manière tout à fait inconsciente, trouvera le moyen d'y passer très exactement 3 heures. En ralentissant le rythme. En relisant des phrases inutiles ou en se laissant distraire par des détails. La parade proposée par la méthode Senzen, c'est de retourner cette loi à son avantage en créant une contrainte artificielle. Il s'agit de se donner délibérément beaucoup moins de temps que ce qui semble raisonnable. Se mettre la pression, quoi. Exactement. Si l'on estime qu'un document prendrait 2 heures à lire, on se fixe un compte à rebours de 45 minutes. Cette contrainte temporelle forte et stricte force le cerveau à basculer instantanément en mode d'urgence cognitive. Ce mode d'urgence a un effet purificateur. Il élimine toutes les envies de distraction périphérique, inhibe le vagabondage de l'esprit et oblige le lecteur à se focaliser exclusivement sur l'extraction de l'essentiel. C'est un levier psychologique qui transforme l'anxiété du temps en une concentration laser. C'est très joliment dit. C'est un peu le même principe qui opère quand on doit ranger sa maison en urgence absolue parce qu'on vient d'apprendre que des invités arrivent dans 15 minutes. Oh oui, l'efficacité est décuplée. Soudainement, on devient incroyablement pragmatique, direct et efficace sans se perdre dans les détails. Une fois cette contrainte de temps implacable fixée, on passe à l'action. Mais la deuxième étape interdit formellement d'ouvrir la première page et de commencer à lire le premier mot. Il y a une très belle métaphore spatiale pour expliquer cela. L'analogie de la forêt? Voilà. Si l'on doit explorer une immense forêt inconnue à pied, le pire moyen de comprendre sa géographie, c'est de s'y enfoncer directement en trébuchant sur chaque racine. Le meilleur moyen, c'est de prendre un avion et de la survoler pour en dresser la carte. C'est l'étape cruciale de la recherche globale. Le survol aérien du texte. Avant de lire, on cartographie l'ouvrage. On étudie méticuleusement la table des matières, car elle représente le squelette, l'architecture même de la pensée de l'auteur. Ensuite, on lit systématiquement l'introduction générale et la conclusion finale. Pour avoir les bornes du parcours. C'est ça. On feuillette rapidement les chapitres pour observer la densité du texte, repérer les graphiques, les schémas, les encadrés récapitulatifs. L'objectif de cette étape n'est pas d'apprendre, mais de baliser le terrain, d'identifier où se trouvent les informations denses et où se trouvent les passages de remplissage. Afin de savoir exactement où atterrir par la suite. Tout à fait. Et c'est seulement après avoir construit cette carte mentale que l'on passe à la troisième étape, la recherche analytique. Là, on atterrit, et l'approche devient chirurgicale. On utilise les techniques de skimming et d'élargissement visuel pour lire activement les parties préalablement identifiées comme pertinentes lors du survol. C'est là que la magie opère. Mais il y a une consigne dans cette étape qui est profondément libératrice pour les perfectionnistes. Il faut accepter de sauter les murs de difficulté sans la moindre culpabilité. C'est un point de blocage majeur dans la lecture classique. On a tendance à s'acharner sur un paragraphe dense, complexe ou mal formulé en le relisant 5 ou 6 fois de suite. Le résultat, c'est une perte de temps massive et une chute dramatique de la motivation. On perd son élan. La méthode prône une avancée continue. Si un passage est obscur, on ne s'y attarde pas. On l'enjambe, on le marque visuellement et on continue d'avancer.
Très souvent, le contexte des pages suivantes ou la conclusion du chapitre viendront éclairer naturellement ce passage complexe. Et on peut toujours y revenir plus tard. On peut toujours y revenir à la fin si et seulement si cette information s'avère finalement indispensable à la compréhension globale. L'impératif est de maintenir l'élan et la fluidité de l'assimilation. C'est une approche tellement déculpabilisante face à la complexité. Ensuite vient la quatrième étape qui est sans doute la plus exigeante cognitivement, mais la plus essentielle pour transformer cette prise d'information en savoir réel. Oui, on ferme le livre. Une fois cette lecture chirurgicale terminée, il y a une consigne stricte. Il faut fermer le livre ou le document physique, plus aucun contact visuel avec la source. Et à ce moment précis, il faut forcer son cerveau à produire un résumé purement mental, de mémoire, des grands concepts qui viennent d'être absorbés. Cette étape de rappel mental, c'est le moment où la véritable mémorisation s'opère. Tant que le texte est sous les yeux, nous sommes victimes de ce que l'on appelle l'illusion de compétence. C'est-à-dire qu'on croit savoir juste parce qu'on lit. On a l'impression de maîtriser l'information simplement parce qu'on la reconnaît visuellement. Fermer le support force le cerveau à créer ses propres chemins neuronaux pour retrouver l'information de manière autonome. C'est cet effort de restitution, cette friction cognitive qui grave la donnée dans le marbre de la mémoire. C'est un test de réalité immédiat de notre compréhension. Et c'est seulement après cet effort mental de restitution que l'on arrive à la cinquième et dernière étape du système, la consolidation par la prise de notes. Mais attention, l'approche déconseille fortement de se contenter de souligner des phrases ou de gribouiller dans les marges de l'ouvrage original. Surtout pas. Il faut consigner ses propres notes avec ses propres mots dans un cahier ou un document séparé. Le fait de devoir synthétiser, de traduire la pensée de l'auteur dans son propre vocabulaire et de le retranscrire physiquement ailleurs, c'est l'étape ultime du transfert des connaissances. Sans cette synthèse personnelle hors du livre, l'information ne fait souvent que traverser l'esprit de manière éphémère. Ce processus complet en 5 étapes, qui va de la mise sous pression temporelle jusqu'à l'effort de synthèse personnelle, illustre parfaitement la profondeur de cette démarche. Il démontre clairement que cette méthode n'est pas une simple invitation à parcourir des mots le plus vite possible pour battre des records de vitesse stériles. Ce n'est pas un concours. Ce n'est pas un concours d'esbrouffe intellectuel, non. C'est un cadre pragmatique, presque scientifique, pour interagir avec l'information écrite de manière beaucoup plus intelligente, plus stratégique, avec une intention d'apprentissage toujours très précise. Au final, quand on prend du recul sur l'ensemble de ces concepts, l'enjeu devient très clair. L'idée est d'offrir aux étudiants non pas un raccourci magique pour ne plus travailler, mais un outil concret pour réduire leur temps d'étude de moitié tout en retenant la matière de façon bien plus solide. C'est aussi un atout massif dans le monde du travail. C'est clair. D'offrir aux professionnels la capacité d'augmenter drastiquement leur agilité intellectuelle face à des flux d'emails ininterrompus et des documents stratégiques complexes. Ces techniques permettent de faire le tri entre le bruit et le signal. En fin de compte, comprendre et appliquer ces mécanismes d'élargissement visuel, de lecture sélective et d'approche globale, c'est véritablement reprendre le pouvoir sur l'information. Et par extension directe, reprendre la maîtrise de son propre temps dans une époque où l'attention est la ressource la plus rare. Tout cela soulève une question d'ordre plus large. Une question très importante pour clôturer notre réflexion d'aujourd'hui et qui dépasse le simple cadre de la lecture. Laquelle ? Nous venons de décortiquer comment de simples habitudes mécaniques acquises sur les bancs de l'école primaire, comme le fait de lire scrupuleusement mot à mot ou de subvocaliser chaque syllabe, finissent par brider considérablement et silencieusement notre capacité à assimiler l'information et à apprendre une fois devenus adultes. Oui, c'est un constat assez fort. Si notre cerveau et notre système perceptif sont capables d'une telle adaptabilité et de telles performances lorsqu'on les libère de ces vieux carcans, quelles autres routines d'enfance, quels autres processus d'apprentissage fondamentaux que nous n'avons absolument jamais pris le temps de remettre en question limitent peut-être secrètement notre véritable potentiel intellectuel et créatif au quotidien ? C'est une pensée vertigineuse. Et assurément une excellente piste de réflexion à méditer bien après la fin de cette exploration.